Je souhaite maintenant la bienvenue à la représentante de la chaire de l'Université du Québec à Chicoutimi, Cégep de Jonquière, sur les conditions de vie, la santé, l'adaptation et les aspirations des jeunes. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite à vous présenter puis à commencer. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Brault. Je suis professeure de sociologie à l'Université du Québec à Chicoutimi et co-titulaire donc, de la chaire Visage sur les conditions de vie, la santé, l'adaptation et les aspirations des jeunes. Donc, chers élus, membres de la Commission de la santé et des services sociaux, je tiens à vous remercier sincèrement de vous préoccuper de la situation de l'accroissement de la commission de psychostimulants chez les jeunes Québécois. Je vous remercie aussi de m'avoir invité aujourd'hui à présenter mon point de vue sur le problème. Comme vous le savez, j'ai déposé un mémoire. Donc ici, je vais prendre le temps qui m'est accordé pour vous parler des éléments centraux qui incluent le problème tel que je le conçois, des constats tirés d'une recherche que je mène actuellement, puis quelques pistes de réflexion pour guider les actions qui suivront. D'abord, vous avez raison d'affirmer que l'augmentation de la consommation de psychostimulants associés au diagnostic de TDAH pose problème. La consommation de psychostimulants n'est pas sans conséquences pour les jeunes, car plusieurs effets secondaires y sont associés, par exemple de l'insomnie, de la perte d'appétit, perte de poids, irritabilité, etc. Alors, il faut à tout prix s'assurer que seuls ceux qui en ont vraiment besoin y recourent. Par contre, je ne voudrais pas que l'énoncé du problème s'arrête là, car le vrai problème est le diagnostic médical qui justifie que l'on ait recours à ces médicaments. Donc, le vrai problème est plutôt l'accroissement du nombre d'enfants et de jeunes qui reçoivent un diagnostic de TDAH. Et je précise, en fait, qu'ils reçoivent ce diagnostic-là pour les mauvaises raisons. Donc, ce sont des jeunes qui reçoivent le diagnostic, mais qui ne devraient pas le recevoir, soit parce qu'ils ont un autre trouble qui prendra plus de temps à être identifié, parce qu'ils vivent des épreuves individuelles qui se traduisent par des comportements qui ressemblent aux symptômes du TDAH, parce que leur niveau de maturité n'est pas au même niveau que celui des autres enfants, parce qu'ils ne cadrent pas dans les normes sociales attendues, etc. Il est difficile d'évaluer le nombre de mauvais diagnostics qui sont associés au TDAH parce que poser le diagnostic reste un processus qui est très subjectif. La tâche est d'autant plus complexe qu'il n'y a ni test sanguin, ni test biologique qui confirme le diagnostic de TDAH, ce qui ouvre davantage la porte aux mauvais diagnostics. C'est l'évaluation clinique des comportements et des conséquences qu'ils ont qui détermine la présence du diagnostic, puis on sait que les pratiques en ce sens sont très hétérogènes. Les comportements d'hyperactivité, d'impulsivité et d'inattention sont communs chez les enfants, mais leur intensité et leur fréquence sont variables. À prime abord, la présence de ces comportements chez les enfants n'est pas pathologique. Même chez ceux qui démontrent une activité plus forte que la moyenne, il ne s'agit que de différences individuelles. D'un point de vue sociologique, c'est le contexte social et normatif qui transforme ces comportements en maladies et qui les désigne sous un registre de diagnostic pathologique. Le processus qui mène au diagnostic implique, dans le cas du TDAH, des normes sociales qu'il nous faut comprendre. Qu'est-ce qui est de l'hyperactivité de l'inattention normale, de l'hyperactivité de l'inattention pathologique? Les enfants qui transgressent ces normes ont-ils des caractéristiques particulières? Il semble que oui, parce que ce sont principalement les garçons, les jeunes issus de milieux défavorisés et les jeunes qui sont les plus jeunes de leur classe, qui sont davantage identifiés TDAH. On peut aussi se questionner sur qui juge la transgression comme déviante. Dans quel contexte aussi c'est fait, puis comment s'effectue le processus diagnostique. Le processus qui mène au diagnostic de TDAH est complexe, mais fait toujours appel au jugement d'un adulte ou d'un groupe d'adultes à l'égard d'un enfant. Ces adultes, qu'ils soient un parent, un enseignant, éducateur, intervenant, peu importe, identifient des comportements qui posent problème, puis apposent l'étiquette hyperactif, inattentif, TDAH, qui devient par la suite un diagnostic quand il est validé officiellement par un professionnel de la santé. Il y a certains éléments néanmoins qui permettent de faire l'hypothèse d'un nombre trop élevé de diagnostics chez certaines sous-populations. D'abord, quand on constate qu'il y a un accroissement de la prévalence, ainsi que des distributions inégales de prévalence basées sur le territoire, on peut se poser des questions.
Par exemple, on sait que la prévalence de la consommation de psychostimulants est plus élevée au Québec qu'ailleurs dans le Canada. On sait aussi qu'à l'intérieur du Québec, il y a des différences entre les régions. Entre autres, la région de Montréal a des taux très faibles en deçà de la moyenne québécoise, alors que la région où j'habite, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, figure parmi les régions québécoises où il y a le plus de diagnostics de TDAH. Et même à l'intérieur d'un même territoire, donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on constate des différences entre les différentes villes au sein de notre territoire. Par exemple, la ville de Labbé a des taux moindres que la moyenne québécoise, alors que Jonquière et d'autres villes au Lac-Saint-Jean ont des taux plus élevés. Donc, on peut se questionner à savoir qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, les facteurs sont encore méconnus. Une autre manière de se rendre compte qu'il y a des mauvais diagnostics, c'est de s'intéresser à la probabilité d'avoir un diagnostic de TDAH selon le mois de naissance comparé à la date d'entrée à l'école. Au Québec, puis ces études-là sont prouvées, en fait, ces constats-là sont faits partout dans le monde. Au Québec, on constate que les plus jeunes, ceux qui sont nés entre les mois de juillet et septembre, ont 1,5 fois plus de chances d'avoir un diagnostic de TDAH et de consommer des psychostimulants comparé aux élèves qui sont nés entre octobre et décembre et qui sont les plus vieux de la classe. Donc, il y a des questions à se poser, puis il faut savoir si on donne des pilules pour contrer l'immaturité développementale. Ça fait longtemps que les études parlent du rôle de l'école dans le phénomène du TDAH. Par contre, peu l'ont documenté et aucune étude québécoise ne s'était penchée sur le sujet avant la mienne. Depuis 2017, je collecte des données au Québec et en Flandre, en Belgique, auprès des écoles et des acteurs scolaires pour mieux comprendre le rôle du milieu scolaire dans l'étiquetage des élèves sous la catégorie TDAH. J'ai bien expliqué l'étude dans le mémoire que j'ai déposé. Je vais reprendre ici des constats qui me paraissent les plus importants. Donc, mon premier constat, c'est de confirmer que l'école, en tant qu'institution, contribue au problème de l'accroissement de consommation de psychostimulants pour le TDAH et contribue aussi à l'augmentation du nombre de diagnostics. Puis ça s'effectue de plusieurs manières. Entre autres, les difficultés scolaires, peu importe qu'elles soient retard scolaire, faible note ou ne pas atteindre son plein potentiel, constituent souvent un déclencheur du processus diagnostique. C'est le cas au Québec, mais pas en Belgique. Je tiens à préciser aussi qu'il y a des énormes différences dans les taux de prévalence. En Belgique, le TDAH est presque inexistant dans mon échantillon, alors qu'au Québec, il est de 17,5 %. Les enseignantes québécoises, belges aussi, là, mais les enseignantes québécoises participent. Puis quand je dis enseignantes, c'est parce que c'est principalement des femmes, c'était au primaire, donc je l'utilise à titre épicène. Donc, les enseignantes participent à plusieurs étapes du processus diagnostique. Certaines étapes relèvent de leur champ de compétences, par exemple faire des observations, identifier des comportements qui posent problème, mettre en place des stratégies dans la classe. Par contre, il y en a d'autres tâches qui ne relèvent pas de leur fonction. Par exemple, de discuter de l'avantage des médicaments avec les parents ou suggérer même le diagnostic aux parents. Les enseignantes, par contre, le font dans un but de bienveillance. Ils aiment les enfants, ils veulent les aider et ils sont convaincus de faire ce qu'il faut pour le bien des enfants. Entre autres, on le constate... Les enseignantes le savent que c'est très long avoir un diagnostic, c'est très long avoir des services. Pour avoir des services, il faut souvent un diagnostic. Alors, leur objectif, c'est de contrer ce délai-là en essayant de dépister le plus tôt possible les problèmes chez les enfants. Mais ça fait en sorte qu'il y a peut-être des enfants qui reçoivent des diagnostics trop tôt pour ces raisons-là, parce que c'est important pour les enseignants qu'il n'y ait pas de retard ou qu'il n'y ait pas un écart qui se creuse entre les élèves et le restant de la classe en ce qui a trait, par rapport aux apprentissages qui sont attendus pour leur âge et leur cheminement. Le deuxième grand constat que je peux tirer de mes données, c'est le fait que le problème du TDAH n'est pas seulement créé par l'école. C'est plutôt un problème qui se situe à l'intersection de la sphère scolaire, médicale et familiale. J'ai interviewé aussi, en plus des enseignants, j'ai interviewé aussi des professionnels de la santé. Puis ce qui ressort, c'est que les professionnels de la santé sont conscients de contribuer au problème de l'accroissement de la consommation de médicaments, mais il leur arrive de baisser les bras et de diagnostiquer, de prescrire quand même parce qu'ils trouvent que la pression des parents et de l'école est trop forte. On peut aussi penser que les alternatives aux médicaments sont rares, coûteuses et peu disponibles. Les pratiques parentales sont également très souvent montrées du doigt par l'école et les professionnels de la santé.
Puis, il est évident que les pratiques parentales ont évolué, puis elles ne sont plus ce qu'elles étaient, notamment en termes de respect de l'autorité, des attentes aussi qui sont faites à l'égard des enfants, de la discipline aussi. Donc, tout cela a évolué pour le meilleur et pour le pire, mais je pense qu'il ne faut pas... Oui, il me reste une... Je pense qu'il ne faut pas écarter cette option de la solution. Bon, pour conclure, j'aimerais que vous considériez l'importance de décloisonner le problème, c'est-à-dire d'y réfléchir en incluant des acteurs de la santé, de l'éducation et de la famille. Il faut aussi renverser la vapeur en ce qui concerne la médicalisation des difficultés scolaires et pour cela, il faut mieux circonscrire le rôle de l'école et des enseignants dans le problème, mettre moins l'accent sur les résultats scolaires dans le cheminement scolaire et mieux former les enseignants, mais aussi les directions d'école aux conséquences d'une médicalisation et surtout offrir un soutien adéquat en contexte d'inclusion scolaire. Merci. Pour votre exposé, nous débutons les échanges avec la députée de Roberval. Tu veux y aller? Oui. Alors, on va le député Dubuc. Merci, M. le Président. Merci. Bravo. Je tiens à le rappeler, vous êtes un modèle fort, unique au Québec au niveau du mariage universitaire collégial. Puis votre travail est vraiment remarquable. Je le dis comme je le sens. On comprend qu'il y a juste un temps où l'apprenant, l'élève dans sa classe qui perturbait la norme, pouvait se retrouver dans le coin où, la société a évolué. J'ose imaginer qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui... Puis vous évoquez dans le mémoire des symptômes, vous présentez des symptômes. Donc, un premier élève bougeait les mains, avait certaines gestuelles qui perturbaient la norme dans la classe. Puis, à un moment donné, on a créé un échantillon à partir de plusieurs cas, comme celui-là. Et puis, finalement, il y a quelqu'un qui a calé une shot, à savoir que on a étiqueté ça comme étant un trouble, un TDAH. Et puis, finalement, il y a une médication. Puis, bon, tout ce qu'on est en train de comprendre à travers tout ça. Maintenant, vous évoquez le fait qu'effectivement, c'est plus large qu'une réalité de santé que d'identifier un élève dans la classe puis de dire, toi, tu ne cadres pas sur la norme qui nous permet de fonctionner de façon efficiente, on te catégorise, on va te médicamenter, on va t'évaluer, puis on te sort un peu du groupe finalement, on te marginalise ou peu importe. À l'heure actuelle, au Québec, en 2019, moi, je pense qu'effectivement, c'est une réalité qui implique la famille, la santé, l'éducation. Est-ce que vous croyez qu'on est outillé? Est-ce qu'on fait fausse route par rapport à tout ça, dans le fond, comme société québécoise? Comment vous le voyez? Bien, je pense qu'à partir du moment où il y a autant d'enfants qui consomment des médicaments, je pense qu'on fait fausse route. Puis ça concerne le TDAH, mais ça concerne aussi l'anxiété, plein d'autres troubles. Là. La santé et le bien-être de nos enfants est en jeu en ce moment. Parce que je pense qu'il n'y a jamais eu des taux aussi élevés que ça de problèmes de détresse psychologique et d'autres problèmes de santé mentale chez les jeunes. Donc oui, il se passe quelque chose. Puis je pense pas que ce soit les médicaments qui règlent la question parce que les médicaments, ça reste une solution individuelle, mais là, on a un problème collectif. Donc, il faut trouver des solutions à d'autres niveaux. J'aurais une autre question, M. le Président. Allez-y, M. le député. Dites-moi, et mon collègue de Jonquière, ma collègue de Roberval, vous évoquez une disparité entre la baie, qui est ma communauté d'origine, et puis Jonquière, finalement, on est des voisins. Comment on peut arriver à des réalités aussi différentes? Le premier réflexe qui me vient, est-ce que c'est la réalité d'exposition industrielle ou peu importe? Comment on peut expliquer ça? En fait, c'est encore nébuleux. Je vous dirais, les chiffres que je présente, c'est ceux de la santé publique, entre autres du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on se questionne encore parce que habituellement, il y a une corrélation avec le statut socio-économique, mais là, dans les chiffres qu'on observe, elle ne ressort pas nécessairement. C'est pas les communautés avec le plus faible niveau socio-économique qui ressortent avec le plus de TDAH. En tout cas, la corrélation n'est pas parfaite, donc
on a encore de la misère à s'expliquer ça. Mon étude, là, c'est des résultats préliminaires. Je vais continuer de pousser mon analyse, mais il y a peut-être quelque chose aussi avec les services au niveau des commissions scolaires, peut-être, ou les services qui sont mis en place dans les écoles, parce que, en tout cas, je sais qu'il y a des cliniques dans la région, des cliniques TDAH qui sont peut-être plus présentes dans certaines partie du territoire, en fait, et, comparativement à d'autres. Donc, j'ai des collègues qui diraient qu'à l'abbaye, ils sont peut-être sous-diagnostiqués. Bon, peut-être, il faut voir, mais ça reste qu'il y a des très grandes disparités entre les... Bien, dans notre territoire, puis on ne s'explique pas encore les raisons tout à fait, donc on continue à chercher. Merci, monsieur. Merci d'être là. Madame la députée de Roberval. Merci. Donc oui, merci d'être ici. On est très fiers de vous et de la chaire visage. Donc, moi, dans Roberval, j'ai une pédiatre, Jessica Ricard, qui a développé un beau modèle qui est très, en tout cas jusqu'à maintenant, là, qui est très porteur. C'est un modèle collectif. Elle rencontre les familles, les enfants. Il y a une infirmière, une éducatrice spécialisée. En tout cas, c'est vraiment un beau modèle pour chez nous. J'aimerais vous entendre parler un peu du dépistage. Est-ce que ça peut être là aussi la différence des diagnostics? Parce que à certains égards, on me dit qu'un dépistage pouvait prendre plusieurs heures, mais des fois, on se rend compte que c'est vite fait dans le bureau du médecin. Donc, j'aimerais comprendre un peu là, cette dynamique-là. En effet. Bon, il faut dire que je ne me suis pas attardée à cet aspect-là dans mon étude, mais de ce que j'ai lu dans la littérature, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement une hétérogénéité des pratiques des professionnels de la santé à l'égard du TDAH. On dit qu'une bonne évaluation du TDAH devrait avoir entre autres, une évaluation faite par un neuropsychologue. Ça pourrait être une évaluation aussi où on prend en compte différents points de vue, parce que quand on pose le diagnostic de TDAH, il faut que les symptômes soient présents dans au moins 2 environnements. Donc, chez les jeunes, on peut penser que c'est l'école et la famille, ou l'école et les activités parascolaires, ou bon, etc. Donc, effectivement, moi, ma prochaine étape sera d'aller sonder les parents, là. Mais j'ai quand même beaucoup d'échos de parents de manière non officielle qui viennent me voir. Et il y en a plusieurs qui me racontent des épisodes de 15 minutes dans le bureau du médecin qui ressortent avec un diagnostic. Je pense pas que ça soit nécessairement la norme. Je pense qu'il faut faire attention, là. Il y a plusieurs études aussi qui indiquent... Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que longtemps, le diagnostic de TDAH était réservé, par exemple, aux pédopsychiatres, était réservé aux pédiatres. Puis maintenant, c'est de plus en plus les omnipraticiens qui posent ce diagnostic-là. Donc, peut-être que ça contribue au problème, là. Je le sais pas, mais très certainement, les pratiques diagnostiques sont très hétérogènes à ce niveau-là. Enfin, dernière question, Monsieur le Président. Oui. Vers quel âge on pourrait porter un premier diagnostic? C'est une question intéressante. Dans mon étude, on voit qu'il y a des enfants dès 2 ans qui ont reçu un diagnostic puis qui consomment des médicaments. En termes de consommation de médicaments, les guides de pratique au niveau des pharmaciens disent qu'en deçà de 6 ans, on ne devrait pas prescrire des médicaments à un enfant parce que ces médicaments-là n'ont pas été testés sur une clientèle, sur une population pédiatrique. Au niveau du diagnostic de TDAH, bon, moi, je suis pas médecin, hein, je reste sociologue, mais avec tout ce qu'on constate, la méprise qu'il y a entre l'immaturité et les symptômes de TDAH, personnellement, je ne suis pas nécessairement pour une catégorisation médicale des enfants parce que ça fait en sorte que ça les fige rapidement dans une certaine catégorie. Ça fait en sorte qu'on se restreint peut-être ou qu'on les voit en termes de déficit aussi. On voit leur déficit au lieu de voir leur force. Un enfant, ça se développe très rapidement. On le sait, là, ils évoluent rapidement. À l'intérieur d'1 an, il peut y avoir des bonds incroyables qui sont faits. Donc, moi, personnellement, je ne valoriserais pas une approche diagnostique très tôt. Mais en même temps, il faut faire quand même une certaine prévention parce que oui, il y a des enfants à qui ça bénéficie d'être pris en charge le plus tôt possible. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame
La députée d'Abitibi-Ouest. Merci, Madame. Ma question est, au niveau du Québec, vous avez fait un sondage où il y a plus de taux de TDAH élevés. C'est la première question. Quels sont les endroits où c'est plus élevé? Et est-ce que vous avez étudié aussi au niveau du Québec les communautés autochtones? Merci. D'abord, mon étude au Québec portait sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean uniquement. Puis, j'ai pas encore regardé les taux, là. J'ai pas isolé les taux par secteur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, j'ai fait l'étude comparative avec la Flandre. Puis, on constate, comme j'ai dit tantôt, en Flandre, je pense que c'est 2,5 % de diagnostic de TDAH dans mon échantillon. Là, c'est pas représentatif nécessairement de la population flamande ou québécoise. Puis au Québec, c'était 17,5 % de jeunes dans mon échantillon qui déclarent avoir un diagnostic de TDAH. Est-ce que j'avais des populations autochtones? Pas de manière spécifique, mais il y a effectivement des Autochtones qui ont répondu au sondage et qui se sont déclarés comme autochtones dans la déclaration en fait du groupe ethnique. Puis, j'ai regardé très rapidement, mais ils ressortaient avec une prévalence plus élevée de TDAH que les autres élèves québécois. Ma dernière question, c'est qu'au niveau de votre travail de recherche, quelle a été votre plus belle réalisation à date? Bien, ma plus belle réalisation, je vous dirais que c'est vraiment d'avoir pu m'entretenir avec les enseignants. J'ai fait 5 groupes de discussion qui ont duré au moins 3 heures par groupe de discussion. Puis j'ai fait une vingtaine d'entretiens là, avec des enseignants, des professionnels de la santé en individuel. Puis ça m'a vraiment donné, je pense, un beau portrait. Puis ce que je constate le plus, c'est, oui, l'école contribue au problème, mais les enseignants le font vraiment de bonne foi. Les enseignantes se donnent à fond. Mais elles sont en train de déchanter actuellement, je pense, au niveau de leurs conditions de travail et au niveau aussi du fait qu'elles pensaient être enseignantes, donc transmettre du savoir, puis elles se rendent compte qu'elles sont de plus en plus en train de faire de l'adaptation scolaire, puis ça les dérange. Donc, ma plus belle réalisation, c'est de mettre un bémol aussi au fait de dire, bien, tu sais, c'est pas... En fait, oui. Donc, ce que je veux qu'on retienne, c'est que, oui, l'école contribue au problème, mais les enseignantes il faut pas les accuser à tort. Il faut pas... en fait, elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, là, aussi à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Monsieur le député Dubuc. Oui, merci, monsieur le député. Dites-moi, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par rapport au Québec, peu importe... si on considère qu'il y a des diagnostics qui sont donnés en 15 minutes puis qu'on pourrait croire que c'est rapide, est-ce que vous pensez que la santé, que la société du Québec devrait renforcer les protocoles ou les mécanismes de diagnostic par rapport, je donne un exemple, si un diagnostic qui est donné en 15 minutes, ce qui est quand même grave, en tout cas, dans la perspective où ça peut être un mauvais diagnostic, est-ce qu'on ne devrait pas obliger un deuxième diagnostic ou un resserrement du protocole de diagnostic pour s'assurer finalement de... La validité, oui. Oui, puis donner de la sécurité à nos enfants aussi par rapport à ça. Bien, c'est intéressant votre question parce que je pense que oui, puis les médecins qui vont venir, que vous allez entendre, je pense qu'ils vont très certainement vous parler de ça. Je sais que les pédiatres, entre autres, ils ont soulevé la question là, d'avoir vraiment des tests diagnostiques peut-être plus fiables et qui s'appliquent peut-être plus au Québec. Mais moi, j'ai le goût de vous dire, avant d'arriver au diagnostic, il y a plusieurs affaires qu'on peut faire aussi. Hein, s'assurer que tout le monde là, ait accès à des services. Puis on essaie de mettre en place une approche inclusive dans les écoles au Québec, mais faisons-la pour vrai. Donc, je pense qu'en faisant ça, on va aider à la fois les enfants qui ont peut-être des problèmes au niveau du TDAH, on va aider tout le monde. Donc, j'aurais le goût d'essayer de dire... ouais, c'est ça. Donc, de ne pas attendre d'être arrivé au niveau du diagnostic pour agir. Donc, de mettre en place des ressources dès le départ, puis peut-être avoir un milieu scolaire aussi plus flexible. Je faisais état dans mon mémoire du rapport qui a été publié de l'avis, en fait, qui a été fait par le Conseil supérieur le Conseil supérieur de l'éducation en 2017. Puis, ils ont un chapitre complet sur la médicalisation des difficultés scolaires et ce chapitre-là est fantastique. Il donne plusieurs pistes de solutions et je pense qu'on pourrait essayer ça aussi
et pas juste faire des actions dans le milieu médical au niveau des pratiques, qui bien sûr doivent être renforcées, mais c'est ça. Merci. Moi, j'aimerais vous entendre sur l'activité physique, comment ça peut aider les jeunes par rapport à un TDAH. Est-ce que vous avez fait cette évaluation-là? Ben non, j'ai pas étudié ça, mais quand même, je pense que l'activité physique est bénéfique pour tous les jeunes. Hein, qu'ils aient un TDAH, qu'ils aient en tout cas des comportements d'hyperactivité, d'inattention. Moi, j'ai 2 garçons, puis je sais que quand ils bougent pas assez dans leur journée, ça paraît. Donc, je pense que l'éducation physique, très certainement, c'est un facteur important. Surtout, c'est un facteur important, mais c'est un facteur aussi qui, quand on donne le goût aux jeunes de faire du sport, mais c'est quelque chose qui continue même à l'âge adulte, puis c'est bon là à tous les niveaux de leur développement personnel, professionnel, etc. Donc, je pense qu'il faut effectivement augmenter l'offre, le temps, la possibilité aux jeunes de bouger et faire de l'exercice. En lien avec le TDAH, je pense que ça a été démontré que ça aidait, que ça pouvait être une solution aussi pour justement diminuer la consommation de médicaments, de les faire bouger. Je pense que c'était associé à une amélioration de leur niveau de concentration, entre autres. La parole est maintenant à la députée de Fabre, excusez. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame Brault, c'est un plaisir de vous entendre. Merci pour les constats éloquents qui viennent de votre recherche très documentée et très précieuse. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre mémoire et je suis, dans le fond, à lire vos constats et bien humblement, je vous dirais que ça fait écho un peu à ce que j'entends, ce que je vois, ce que je peux comprendre, avec bien sûr toute votre science à vous. Moi, j'ai entendu des propos que vous avez nommés, puis qui, au-delà de ce que je retrouve dans les mémoires, qui me jettent un peu par terre quand j'entends que des professionnels de la santé ont baissé les bras parce que la pression de l'école et des parents est tellement grande pour aller vers la médication. Alors, ça me perturbe beaucoup. Et je voudrais savoir, dans le fond, dans un premier temps, est-ce que, puis vous avez nommé, bien sûr, que les médecins de famille sont les principaux professionnels qui font les diagnostics. Auparavant, il y a plusieurs années, c'était davantage les neuropsychiatres qui ont une formation, évidemment, parce qu'on s'entend que le TDAH, il n'y a pas de tests médicaux et il y a une interprétation clinique, mais il y a un aspect subjectif tel que vous l'avez nommé dans votre mémoire. Alors, est-ce que, par rapport à la pression qui se vit des professionnels de la santé, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une compétence qui n'est plus la même dans l'appréciation et la démarche vers le diagnostic, la démarche vers le TDAH avec un neuropsychiatre, on n'est pas dans le 15 minutes. Et là, quand on sait que la majorité des diagnostics sont faits par les médecins de famille, puis sans faire le procès de personne, mais dans les constats, est-ce qu'on ne peut pas se questionner véritablement si la formation pour le diagnostic du TDAH par rapport aux médecins qui le font, est-ce que la compétence est au rendez-vous? Oui, vous soulevez un bon point. Mais je pense que les médecins, des fois, ils se disent « essayons les médicaments ». Si ça fonctionne, ben le parent va être content, le parent va être soulagé, l'élève va réussir à l'école, l'école va arrêter de mettre de la pression. Ils voient ça peut-être comme un moindre mal, je vous dirais. Ceci dit, je pense qu'il faut se questionner, puis je reviens en amont là, des professionnels de la santé. Il faut se questionner aussi pourquoi on recherche ce diagnostic-là. La question de la performance scolaire, elle est à la base de ce diagnostic-là. Quand on dit qu'il y a une pression, les parents sentent les parents veulent que leur enfant réussisse aussi. L'école veut que les enfants réussissent. On sait que le fait d'avoir un diagnostic peut amener des services, amène de la médication, qui, en passant, la médication pour le TDAH fait des effets sur tout le monde. Qu'on ait les symptômes d'hyperactivité ou d'inattention, on va tous être plus concentrés en prenant ces médicaments-là. Donc, il y a très certainement un bénéfice
à prendre ces médicaments-là. Donc, je pense que les médecins, comment dire, ils doivent... ils voient ça comme une solution qui peut être un moindre mal, qui peut être de dire, ben écoutez, on va donner une médication, puis après, on va essayer de trouver la vraie cause aussi. Parce que j'ai vu ça aussi, j'ai eu ce discours-là, dans le sens qu'on utilise souvent le TDAH aussi comme une première porte d'entrée dans le système, comme une première... Bon, on règle le TDAH, puis après ça, on va aller creuser davantage pour voir si c'est pas un trouble d'apprentissage, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre en dessous de ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Merci, Monsieur le Président. Écoutez, dans les autres constats, puis vous avez nommé, j'en suis, quand vous dites qu'il y a des suggestions, il y a des recommandations qui pourraient permettre, entre autres, d'être plus dans une approche globale, multiprofessionnelle dans les milieux scolaires. En même temps, quand je lis votre mémoire et qu'on compare la situation en Flandre et au Québec, on voit que en Flandre, les professionnels de la santé ne sont pas dans les écoles, alors qu'au Québec, ils le sont. Alors, finalement, il y a déjà une présence, il y a déjà cette multidisciplinarité-là qui existe au Québec. Alors, pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on devrait avoir une longueur d'avance? Bien, je pense que il y a des très grandes différences entre le Québec et la Flandre, notamment au niveau des croyances à l'égard du TDAH. J'ai fait passer un questionnaire aux enseignants qui détermine justement s'ils pensent que le TDAH est dû à l'environnement, à un problème plutôt d'ordre politique, moral, ou si c'est vraiment lié à des déficits cognitifs, des déficits neurologiques, etc. Puis ce qu'on constate, c'est qu'au Québec, il n'y a pas une très grande variabilité dans les croyances des enseignants à l'égard du TDAH. C'est principalement la vision biomédicale qui domine. Donc, les enseignants pensent que le TDAH, ça relève vraiment d'un problème individuel, biologique, donc immuable presque, alors qu'en Belgique, ce modèle-là ne ressort pas en priorité. C'est vraiment l'environnement, c'est vraiment des stratégies d'apprentissage, des stratégies dans l'environnement scolaire qui viendraient expliquer, selon eux, les comportements associés au TDAH. Donc, c'est très intéressant, je pense, de constater ça d'une part. D'autre part, en Belgique, les psychologues ne peuvent pas diagnostiquer le TDAH, alors qu'au Québec, ils le peuvent. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de psychologue scolaire en Belgique. Ils sont vraiment dans une approche d'inclusion scolaire où ils essaient vraiment de faire tout en leur pouvoir pour faire des stratégies dans la classe. Et c'est juste une fois que les enseignants ont démontré qu'ils ont tout fait, qu'ils contactent une instance qui est comme affiliée au ministère de l'Éducation. Cette instance-là va même venir dans leur classe vérifier qu'ils ont mis en place toutes les stratégies possibles et impossibles. Et ensuite de ça, ils vont faire une recommandation pour que les parents... En fait, ils vont faire une recommandation aux parents d'aller consulter au médical pour voir pour le problème. Madame la députée de Vaudreuil. Bien, je trouve ça intéressant, là, la comparaison. Puis évidemment, on ne connaît pas ça. Là. On vous écoute, on vous entend. Votre avis par rapport à la comparaison, est-ce que vous trouvez que c'est plus avantageux peut-être la façon qui fonctionne en Belgique? Bien, je pense qu'il y a des pour puis des contre, puis il y a sans doute des collègues qui diraient que c'est sous-diagnostiqué en Belgique. Très certainement, là, parce qu'il y a toujours des gens qui ont cette approche-là aussi. Je pense pas que ça soit nécessairement mauvais au Québec qu'il y ait des psychologues dans les écoles. Je pense que ça peut aider plusieurs enfants. Ça devrait, en principe, même accélérer l'aide de donner les ressources aux enfants, en fait, quand ils en ont besoin. Là où je me questionne, c'est qu'au Québec, on est vraiment dans une approche médicale. Puis ça, je pense que c'est problématique parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est pas la solution de donner un diagnostic trop tôt. Je pense que ça fige l'élève, ça fige qui il est. Ça peut avoir beaucoup d'impact aussi d'avoir un diagnostic inapproprié ou même un diagnostic approprié, mais de l'avoir, ça peut amener une stigmatisation, ça peut amener des effets sur l'estime de soi. La consommation de médicaments aussi, ça a des effets secondaires. Donc, tu sais, je pense qu'il y aurait un peu des deux. Il faut apprendre la Belgique. Il ne faut pas nécessairement jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. On a un modèle ici qui peut être intéressant, mais il faut quand même faire attention, je pense. Il reste 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir un peu sur
la disparité régionale, parce qu'on essaie de comprendre, hein? On essaie avec vous de comprendre davantage ce qui se passe. Et quand j'entends effectivement la réalité de la prévalence d'une région à l'autre, c'est quand même assez troublant. Parce qu'on regarde la moyenne par rapport aux autres provinces du Canada et ailleurs, mais en même temps, de région en région, ça vient teinter la moyenne. Alors, est-ce qu'on peut... Vous avez nommé un peu ce qui peut être sous-jacent, ce qui peut expliquer, mais est-ce ça mériterait pas qu'on puisse s'attarder davantage à mieux comprendre pourquoi d'une région à l'autre, il y a cette disparité-là aussi grande? Ah, tout à fait. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que ça demande quand même plus de recherche. Moi, mon étude que je fais actuellement, c'est un début, mais je pense qu'il faut mieux comprendre aussi comment l'école contribue au diagnostic, comment les politiques scolaires, en fait, parce qu'il y a des politiques scolaires, mais après, il faut voir comment elles sont aussi mises sur le terrain, tu sais, comment est-ce qu'elles sont utilisées sur le terrain, ces politiques-là. Est-ce que certaines écoles dans une certaine région ont des façons de faire qui expliqueraient qu'ils ont moins de TDAH ou qu'ils en ont plus aussi? Donc, j'espère que mes analyses, là, quand elles vont être poussées davantage, permettront de répondre peut-être à ces questions-là. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment m'avancer parce que je me questionne quand même là, à savoir qu'est-ce qui se passe. Ça va? Oui. Je céderai la parole au député de Jean Lesage. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Brault, pour votre exposé. C'est vraiment éclairant. Quand j'enseignais au collégial, quand il y avait des étudiantes ou étudiants qui avaient des diagnostics de TDAH et avec des mesures adaptées, on m'envoyait une lettre qui expliquait c'est quoi le TDAH. Puis dans cette lettre-là, essentiellement, on disait que c'est une condition, un problème neurologique. Est-ce que, à votre connaissance, cette façon-là de fonctionner est largement répandue dans les institutions scolaires, autant présecondaires que postsecondaires, et puis secondaire, primaire, tout ça? Est-ce qu'à votre connaissance, là, c'est répandu comme façon de faire? Vous voulez dire si c'est répandu le fait de penser que le TDAH est neurologique ou d'avoir des mesures d'adaptation? De le présenter au corps enseignant comme étant Ah oui. la vérité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, dans mes entretiens avec les enseignants, les enseignants, ils me le disent, là, ben, le TDAH, c'est génétique. Puis ils me disent, hein, parce que c'est des petits milieux aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, souvent les enseignants connaissent très, très bien les parents, connaissent très bien la famille, parce qu'ils les ont comme voisins ou parce qu'ils leur ont enseigné. Puis ce qu'ils me disent souvent, c'est, ben on le sait, le parent, il a un diagnostic de TDAH. Donc l'enfant, oui, il y en a un. Hein, les chats, ils m'ont dit... Les chats font pas des chiens ou les chiens font pas des chats, là, quelque chose comme ça. Donc oui, là, pour eux, c'est vraiment médical. Quel avantage une société a à dire que ces comportements-là originent d'un problème neurologique? Bon, moi, je suis sociologue, alors ça m'inquiète beaucoup. Puis en même temps, je veux pas stigmatiser les gens qui ont le diagnostic là, ou qui pensent que autrement que moi. Mais moi personnellement, les étiquettes, j'aime pas ça parce que ça oblige, on dirait, d'abord l'individu à se conformer à cette étiquette-là. Donc ça fait en sorte aussi qu'on recherche une certaine homogénéité dans les comportements, l'individualité, l'unicité, elle est un peu mise à l'écart, elle n'est pas valorisée. Puis, aussi, je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'échappe. Mais, ouais, mon idée m'a échappé. Mais bon, tout ça pour dire que je trouve pas que c'est... En tout cas, je trouve pas que c'est une façon de faire. Je nie pas qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aide, là, puis pour lesquels ça va pas bien, mais je pense qu'il faut essayer de trouver la cause, en fait, de qu'est-ce qui va pas bien. Puis je voulais juste porter votre attention ce matin dans le Devoir. Hein, c'est la commission Laurent actuellement, puis ils ont interviewé ma collègue Delphine Collin-Vézina, qui dit vraiment que le mauvais comportement est un symptôme plutôt qu'un problème, puis qu'on doit être capable, comme adulte, d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce symptôme-là. Puis je pense que ça s'applique totalement aux symptômes d'hyperactivité et d'inattention, là. Donc... Alors, on complète avec le député de Jonquière. Oui, merci. Je suis très fier d'avoir le représentant de la seule chaire cégep
université, c'est Cégep de Jonquière, donc côté Chauvin, très exacerbé ici. Moi, ça me fait littéralement halluciner là, de penser que parce que tu es un garçon né en septembre dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est, tu as bien plus de chances d'avoir une prévalence TDAH qu'ailleurs au Québec ou ailleurs au Canada ou en Flandre. Il y a quelque chose de fou là-dedans. Puis en même temps, pour moi, le point fort de votre mémoire, c'est que d'un point de vue sociologique, c'est le contexte social et normatif qui transforme ces comportements en maladies et qui les désigne sous un registre de diagnostic pathologique. Alors, c'est une belle façon, en tout cas, c'est une façon très bien exprimée de dire que d'un comportement sociologique, avec le temps, puis je sais que notre président est un ancien prof de longue date, directeur d'école, avec le temps, ça s'est transformé en maladie, ou en tout cas, on l'a perçu comme maladie. Beaucoup d'enseignements dans ce que vous nous dites. Là, vous avez la chance unique de pouvoir vous adresser à des parlementaires en commission sur le TDAH. Il faut qu'on pense déjà, nous, à nos recommandations à la fin de cette commission parlementaire. Vous nous recommandez quoi de recommander? Si vous aviez, là, si vous étiez assis à notre place et vous teniez le crayon ou le clavier de notre commission, ça serait quoi la première recommandation que vous nous suggériez? C'est vraiment difficile comme question. Okay? Parce que je me suis vraiment questionnée, je me questionne encore et je vais sans doute me questionner longtemps à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que la première action, c'est de décloisonner là, le problème, comme je l'ai dit, c'est-à-dire d'inclure la santé, l'éducation puis la famille dans l'équation. Donc, quand vous allez réfléchir aux solutions, il faut que ces trois acteurs-là soient à la table. Ensuite de ça, je dirais qu'il faut... Je pense qu'on n'a pas le choix comme société de réfléchir à l'importance de la performance dans notre société, parce que quand je dis qu'on a une médicalisation des difficultés scolaires, ça veut dire que quand il y a des faibles résultats scolaires, on s'inquiète, puis on lève le drapeau, puis on pense que ça peut être dû à un problème médical. Donc, je pense que la première étape serait de faire des actions dans le milieu scolaire. Il faut faire attention. Au Québec, on a un système à 3 vitesses, on a un système scolaire inégalitaire. Je pense que les résultats scolaires doivent arrêter de limiter les chances des enfants. Puis je m'explique, là, dans le sens qu'au primaire, puis les enseignants, ils me le disent, c'est important au primaire d'avoir des bonnes notes parce que les jeunes, ils choisissent au secondaire un certain profil. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances d'accéder à ces profils-là. Donc, tu sais, si le public régulier était aussi stimulant que le public enrichi ou que le privé, bien, peut-être qu'on ne serait pas à la course au diagnostic puis à la course à la médication. Donc, merci. Merci, Mme Brault, pour votre contribution à nos travaux. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci beaucoup de votre contribution.